Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on aborde quelque chose d'absolument fondamental, la survie dans la jungle de la recherche moderne grâce aux compétences numériques. En s'appuyant sur les travaux du Dr Saladin Krit, on va décortiquer ensemble pourquoi la digitalisation n'est plus un simple bonus, mais une nécessité absolue. Le but, c'est de bien comprendre cette évolution fascinante qui change littéralement la donne sur la façon dont la science est pensée, analysée et partagée aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, posons-nous la question qui fâche. Comment faire face à l'explosion des données massives? C'est le grand défi de notre époque. La communauté scientifique génère des volumes d'informations absolument astronomiques. Des capteurs en temps réel aux gigantesques bases de données mondiales en passant par les séquençages génétiques, ça donne le vertige. Sans les bons outils, traiter tout ça à la main, c'est juste impossible. On risque tout simplement de s'y noyer. Il faut donc une vraie stratégie. Et pour ça, voici la feuille de route du jour. On va procéder en 5 étapes clés. D'abord, l'ère du chercheur numérique, ensuite le traitement des données, suivi de la modélisation avancée, puis la gestion de la littérature, et enfin la collaboration scientifique. On peut voir ça exactement comme la construction d'un bâtiment, où chaque nouvelle compétence vient s'appuyer solidement sur la précédente. Première étape donc, l'ère du chercheur numérique. Il faut bien se rendre compte qu'avant, la recherche, c'était énormément de travail manuel. C'était chronophage, souvent répétitif, avec des montagnes de papier qui finissaient invariablement par s'effondrer au pire moment. On a d'ailleurs une pensée très émue pour les doctorants d'il y a quelques décennies qui devaient compiler des milliers de lignes de données à la main. Aujourd'hui, on est passé à une recherche numérique automatisée, avec une vitesse et une échelle d'exécution qui n'ont plus rien à voir. Les tâches fastidieuses sont déléguées aux machines, ce qui permet à l'intellect humain de se concentrer sur la vraie valeur ajoutée, formuler des hypothèses et interpréter les résultats. Deuxième étape de notre parcours, le traitement et l'analyse des données. C'est ici qu'on commence à couler les fondations. Ce fameux flux de préparation des données, c'est un processus en 3 temps. La collecte, le nettoyage et la transformation. Et soyons clairs, le nettoyage est absolument crucial. Ça consiste à gérer les données manquantes ou les valeurs aberrantes. En fait, c'est exactement comme déblayer un terrain vague avant d'y couler du béton. Si on laisse des gravats, les fondations seront fragiles et tout notre bel édifice statistique risque de s'effondrer. On va donc utiliser des algorithmes pour, par exemple, remplacer intelligemment une valeur manquante par une moyenne ou pour exclure une anomalie extrême qui fausserait tout. Mais pour faire ça bien, il faut les bons outils. Et là, on a ce qu'on appelle les 3 grands langages de programmation. Chacun a sa spécialité. Le langage R, c'est véritablement la Rolls pour les statistiques pures et la modélisation complexe. Ensuite, on a Python. Python, c'est le couteau suisse par excellence, d'une flexibilité incroyable, ce qui en fait le roi incontesté pour traiter les données massives et faire de l'intelligence artificielle. Et enfin, MATLAB, qui reste l'outil de référence absolue pour les calculs d'ingénierie lourds et les matrices. Savoir choisir le bon outil pour le bon chantier, c'est inestimable. Et puisqu'on parle d'outils de pointe, impossible de faire l'impasse sur le machine learning, ou l'apprentissage automatique. En gros, c'est un domaine de l'IA qui permet aux ordinateurs d'apprendre directement à partir des données pour faire des prédictions, sans qu'on ait besoin de les programmer manuellement pour chaque petite tâche. Au lieu de dicter des règles strictes, on nourrit simplement un algorithme avec des données. Si on prend l'exemple des random forests, les forêts aléatoires, l'algorithme va créer de multiples arbres de décision pour débusquer des relations totalement cachées dans des bases de données gigantesques. C'est un peu comme donner à la machine la capacité de trouver elle-même les plans de construction. Troisième étape, on passe à la visualisation et la modélisation avancée. Il y a une idée reçue tenace qu'il faut absolument détruire ici. La visualisation, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est une vraie nécessité analytique. Quand on transforme un tableau rempli de millions de chiffres illisibles en un graphique, le cerveau humain est soudain capable de capter instantanément des tendances, des corrélations ou des anomalies qui passaient inaperçues. Bref, ce n'est absolument pas de la cosmétique pour briller dans une revue scientifique, c'est un véritable outil de découverte à part entière. Pour créer ces architectures visuelles, 3 grands noms se distinguent. D'abord, Matplotlib, le standard incontournable en Python pour faire des graphiques statiques de très grande qualité. Ensuite, ggplot2 sur R, qui est fascinant parce qu'il fonctionne par couche grammaticale, ce qui permet d'empiler des éléments visuels avec une précision chirurgicale. Mais la véritable révolution, c'est D3JS. C'est un outil JavaScript qui permet de créer des visualisations interactives directement sur le web. La communauté scientifique peut ainsi zoomer, filtrer et manipuler les variables en direct. Pour reprendre notre métaphore, c'est la différence entre regarder une simple photo d'un bâtiment et pouvoir s'y promener virtuellement en 3D. Quatrième étape de notre parcours, la gestion de la littérature scientifique. Aujourd'hui, le volume de publications est tellement délirant que lire manuellement des milliers d'articles pour faire une revue de littérature, ça prendrait littéralement des années. Heureusement, il existe des méthodes automatisées puissantes comme l'algorithme TF-IDF pour Term Frequency, Inverse Document Frequency. Sans rentrer dans des mathématiques complexes, c'est une technique qui évalue l'importance d'un mot dans un document en le comparant à une montagne d'autres textes. Ça permet d'extraire instantanément les concepts clés et le sens profond de milliers de PDF. Ça remplace des heures infinies de lecture manuelle et ça change tout.
Une fois qu'on a trié ces connaissances, il faut les organiser. Et là, on a tous en tête ce fameux cauchemar académique de la citation perdue ou de la bibliographie totalement chaotique. C'est là que les gestionnaires de références sauvent des vies. Zotero, par exemple, est génial pour sa synchronisation open source. EndNote est un monstre de puissance pour le formatage avancé, parfait pour les publications les plus exigeantes. Et Mendeley ajoute une couche de réseau social très maligne pour découvrir de nouveaux articles basés sur nos propres thèmes de recherche. Fini les post-it volants. Tout le savoir est maintenant parfaitement catalogué. Ce qui nous amène directement à notre 5e et dernière étape, les réseaux et la collaboration scientifique. À notre époque, la recherche n'a plus aucune raison d'être une activité solitaire et isolée. Construire son identité numérique académique globale via des plateformes comme ResearchGate, Academia.edu ou même LinkedIn, ce n'est plus un luxe, c'est indispensable. En partageant des travaux en cours ou en répondant à des questions, la recherche se transforme en une conversation mondiale ultra dynamique. C'est exactement comme ça que naissent les collaborations internationales et que la visibilité des découvertes explose. Et le vrai moteur de cette conversation mondiale, c'est la science ouverte. Des outils ont totalement révolutionné cette approche. On pense bien sûr à GitHub pour gérer les versions et partager le code informatique avec rigueur, Mendeley pour l'échange de documents entre équipes, ou encore des plateformes comme Figshare et Zenodo qui offrent un accès libre, direct et transparent aux données brutes. Grâce à tout ça, la communauté scientifique collabore en temps réel, vérifie les résultats et partage le savoir en se moquant éperdument des frontières géographiques. Et pour clore ce décryptage, on est en droit de se poser une question presque philosophique. Alors que l'intelligence artificielle redessine le monde de la science, à quoi va bien pouvoir ressembler le chercheur de demain ? Une chose est sûre, l'automatisation, le big data et le machine learning ne vont cesser de s'accélérer. Le chercheur du futur ne sera certainement pas remplacé par la machine, mais il devra inévitablement évoluer en symbiose avec elle. Maîtriser ses compétences numériques, c'est l'unique moyen de continuer à innover, à découvrir et à faire avancer la connaissance humaine. À la communauté scientifique de s'emparer de ces outils fantastiques pour façonner la recherche de demain.